Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 26 novembre. L'entité sioniste continue de faire des victimes dans la bande de Gaza au 46e jour du cessez-le-feu, alors où le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, souligne le droit du peuple palestinien de vivre dans la dignité et de déterminer son propre destin. Le Premier ministre algérien Sifir El Ayeb se félicite au Caire des résultats positifs ayant couronné les travaux de la 9e session de la grande commission mixte de coopération algéro-égyptienne aux côtés de son homologue égyptien Mustapha Madbouli. Au Soudan, les affrontements meurtriers entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide précipitent l'effondrement de la situation humanitaire et le nombre de déplacés explose, notamment dans le Kordofan Sud. Dans le conflit russo-ukrainien, Steve Witkoff attendu à Moscou la semaine prochaine pour s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine sur le plan américain visant à trouver un règlement au conflit. Et puis la scène artistique algérienne rend un dernier hommage à la défunte comédienne Biouna, saluant le parcours de l'icône ayant marqué des générations sur scène comme à l'écran. Bonsoir à tous. L'entité sioniste continue de violer en toute impunité le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. 46 jours après son entrée en vigueur, les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 10 martyrs avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre dernier, pas moins de 347 Palestiniens sont tombés en martyrs et 889 autres ont été blessés, tandis que les corps de 596 martyrs ont été récupérés. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de cette agression génocidaire s'est alourdi à 69 785 martyrs et 170 965 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Le ministère palestinien de la Santé a affirmé avoir reçu les dépouilles de 15 prisonniers palestiniens à travers le comité international de la Croix-Rouge, tel que prévu par l'accord de cessez-le-feu avec l'entité sioniste, ce qui porte à 345 le nombre total de corps reçus jusqu'à présent. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné ce mercredi que le peuple palestinien, comme tous les autres peuples du monde, avait le droit de vivre dans la dignité et de déterminer son propre destin. Dans son discours prononcé à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année, Guterres a également indiqué que la création d'un État était un droit des Palestiniens. Et l'UNRWA a déclaré ce mercredi que des milliers de personnes déplacées de force dans la bande de Gaza peinaient à trouver un abri sûr en prévision de l'arrivée du froid, alors que l'agression de l'entité sioniste se poursuit. Selon l'agence onusienne, plus de 79 000 personnes déplacées vivent dans 85 abris gérés par l'UNRWA dans la bande de Gaza, dans des conditions humanitaires de plus en plus critiques. Et de son côté, le Conseil national palestinien a indiqué ce mercredi que la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien proclamée par les Nations Unies constituait un engagement mondial face à l'ampleur des violations continues et des crimes menaçant l'existence du peuple palestinien et de ses droits inaliénables. Oublier ses souffrances le temps d'une chanson, une thérapie que propose Ahmed Abou Hamcha en dispensant des cours de guitare et de violon à des enfants à Deir el-Balah dans le centre de la bande de Gaza. Une véritable évasion en plein milieu des décombres laissés par 2 années de bombardement des forces de l'entité sioniste. الحرب هي
La guerre est horrible avec tout ce qu'elle implique, sans timing, sans bruit, la peur qu'elle engendre. Mais quand nous nous réunissons pour chanter, nous oublions ce bruit. C'est un sentiment très fort chaque fois que je vois un enfant sourire et oublier qu'il est en pleine guerre. Cela m'a donné la force de préserver dans tous les endroits où j'ai été déplacé. J'ai dû me battre pour survivre. Les élèves me demandaient souvent « Où allez-vous » Allez ensuite. Nous voulons aller vivre près de vous. Je vous en parlais en titre. Le Premier ministre algérien Sifir Lieb s'est félicité ce mercredi au Caire des résultats positifs ayant couronné les travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-égyptienne, affirmant que le partenariat entre les deux pays constituait désormais un cadre prometteur pour réaliser davantage d'intégration et de bénéfices mutuels. C'était lors d'une conférence de presse conjointe animée avec son homologue égyptien Mostafa Madbouli à l'issue des travaux de la Grande Commission mixte. Hier encore, lors de l'audience que m'a accordée son Excellence le président Abdel Fattah Sisi, j'ai pu constater la forte volonté qu'il anime de poursuivre le travail avec son frère le président Abdelmajid Tebboune en but de renforcer les relations de coopération et d'intensifier la coordination et la concertation, notamment dans le contexte actuel que traverse notre monde arabe. Dans ce cadre, il apparaît clairement que l'approfondissement des relations entre l'Algérie et l'Égypte ne relève pas simplement d'une gestion ordinaire entre deux pays liés par l'histoire, la géographie et la culture, mais constitue également une réponse stratégique aux grands défis auxquels notre région est confrontée. À cette occasion également, le Premier ministre algérien a relevé que le renforcement de la coordination et de la concertation entre les deux pays sur les différentes questions d'actualité constituait une priorité pour contribuer au rétablissement de la paix et la sécurité dans une région marquée par une vague de turbulences inédites. En effet, le renforcement de la coordination et de la concertation entre nos deux pays face aux différentes questions actuelles constitue une priorité essentielle pour contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans une région en proie à une vague de turbulences sans précédent et qui nécessite une relance de la solidarité arabe et une unification des rangs. Dans cette optique, les développements de la région ont été passés en revue en soulignant les visions communes des deux pays concernant de nombreuses questions d'intérêt partagé. Après avoir salué le niveau des relations de coopération économique entre les deux pays, Lieb a rappelé la tendance haussière que connaissent les échanges commerciaux bilatéraux. À la lumière de grandes opportunités offertes par la dynamique exceptionnelle que connaissent les économies des deux pays, les échanges commerciaux entre eux connaissent une croissance constante et les projets d'investissement et de partenariat augmentent, suscitant fierté et satisfaction. Ces projets couvrent plusieurs secteurs prometteurs tels que l'énergie, la pétrochimie, l'industrie électrique, l'industrie pharmaceutique, ainsi que la construction, les travaux publics, les services et l'agriculture. Enfin, selon le Premier ministre algérien, le partenariat algéro-égyptien est désormais un cadre prometteur pour réaliser davantage d'intégration, optimiser les bénéfices mutuels et promouvoir une intégration, ou plutôt une interaction positive et fructueuse entre les peuples des deux pays. Je renouvelle donc ma satisfaction quant au résultat de cette session qui constitue une étape supplémentaire dans la construction d'un partenariat fructueux et diversifié entre nos deux peuples frères. J'insiste également sur l'importance de suivre la mise en œuvre de ces conclusions dans tous les domaines afin de répondre aux aspirations de nos deux nations pour davantage d'intégration, de croissance et de coopération. De son côté, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a indiqué que l'Égypte et l'Algérie comptaient porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à hauteur de 5 milliards de dollars dans les prochaines années, conformément aux instructions des dirigeants des deux pays.
Malgré les avancées positives réalisées ces dernières années, le volume des échanges commerciaux et des investissements entre l'Égypte et l'Algérie demeure en deçà des énormes potentialités disponibles. Nous sommes face à des opportunités encore insuffisamment exploitées. Si nous savons les mettre à profit, nous pourrons accéder à de grands partenariats économiques s'étendant aux marchés de la région, du continent africain ainsi que de l'Europe. Et comme vous venez de l'entendre, le renforcement de l'axe Alger-Le Caire s'annonce prometteur. Il passe principalement par le renforcement donc des échanges commerciaux. Le point avec Safouane Ben Sabri. Dans le cadre de sa visite officielle en Égypte, le Premier ministre algérien Sifi Reïb a mis l'accent sur le volet économique et commercial de la relation bilatérale entre Le Caire et Alger. À l'heure actuelle, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a franchi la barre du $1 milliard au courant de l'année 2024, contre 872 millions de dollars en 2023, soit une croissance de 18%. Le forum d'affaires algéro-égyptien a été l'occasion d'offrir une plateforme pour booster ces échanges. Le Premier ministre est revenu sur la vision du président algérien Abdelmajid Tebboune en matière d'investissement et d'attractivité. Les réformes économiques initiées par le président Abdelmajid Tebboune ont permis de fournir toutes les facilités et incitations nécessaires pour créer un environnement propice à l'attraction des investissements directs et à l'augmentation de leurs flux. Ces mesures contribueront à réaliser notre ambition commune de bâtir des relations exemplaires et solides, bénéfiques pour nos deux peuples frères. Côté égyptien, l'Autorité générale égyptienne pour l'investissement et des zones franches a accueilli la toute première réunion du comité technique algéro-égyptien pour la coopération en matière d'investissement. L'Algérie se place dans la liste des pays investisseurs en Égypte avec des investissements à hauteur de 54 millions de dollars en 2024 à travers 112 entreprises. Par ailleurs, la visite de Sifi Reïb a été l'occasion pour signer un nombre important d'accords entre les deux pays, témoignant de la volonté de renforcer un partenariat déjà existant. Et à noter que la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-égyptienne a laissé place aux travaux du Forum d'affaires algéro-égyptien au Caire, sous la coprésidence du Premier ministre algérien Sifi Reïb et de son homologue égyptien Mostafa Madbouli. Allez, direction à présent le Soudan, où les affrontements meurtriers entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide précipitent l'effondrement de la situation humanitaire. Résultat, le nombre de déplacés explose. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, près de 1500 personnes ont été déplacées rien que durant les 3 derniers jours dans le Kordofan Sud. Le point de la situation avec Neila et Hamouda. Plus de 106 000 personnes, hommes, femmes et enfants soudanais, ont parcouru des dizaines de kilomètres pour trouver refuge dans le nord du Soudan. Ils ont fui la ville d'El Fasher et ses environs dans le Darfour du Nord, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Une fuite massive amorcée il y a un mois, lorsque les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de la capitale régionale. D'après les Nations Unies, la grande majorité des déplacés ont trouvé refuge dans des camps situés dans la région de Tawila, à environ 40 km d'El Fasher. Mais les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Et au sud Kordofan, la situation se dégrade également. L'Organisation internationale pour les migrations annonce le déplacement de 1455 personnes en seulement 3 jours, dont 310 au cours des dernières 24 heures. L'Organisation internationale pour les migrations rapporte des départs massifs de plusieurs villages de la localité d'Al Abbasiya en raison d'une insécurité accrue et d'exactions attribuées aux forces de soutien rapide. Les familles déplacées se sont dirigées vers divers sites au sein de l'État sans que leur destination exacte ne soit divulguée pour des raisons de sécurité. Ils se souviennent encore de l'horreur. Ces réfugiés restent marqués par les attaques, même s'ils ont fui la ville. L'OCHA reste préoccupé par la poursuite
des violences dans plusieurs régions du Darfour au Kordofan. Les Nations Unies appellent une nouvelle fois à la protection des civils et réclament un soutien financier urgent pour répondre aux besoins croissants dans tout le pays. Je vous disais en titre, Steve Witkoff attendu à Moscou pour débloquer la situation en Ukraine. La Russie a confirmé la visite dès la semaine prochaine de l'émissaire américain. Il doit s'entretenir avec Vladimir Poutine sur le plan visant à trouver un règlement du conflit ukrainien. Auparavant, le président américain en avait fait l'annonce depuis son avion. Et pour le président russe Vladimir Poutine, les États-Unis comprennent la complexité de la recherche d'un accord de paix en Ukraine. En visite d'État officielle au Kyrgyzstan, Poutine s'exprimait lors d'une rencontre bilatérale avec son homologue biélorusse Alexander Loukachenko. Les deux dirigeants se sont entretenus à Bishkek à la veille d'un sommet des pays membres de l'organisation du traité de sécurité collective dirigé par la Russie. De son côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a affirmé que les propositions de Moscou concernant le traité New Start sur le contrôle des armements nucléaires visaient à prévenir des scénarios mondiaux négatifs, tout en soulignant que les travaux de normalisation des relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis se poursuivaient. Notre relation avec les États-Unis est encore au premier stade de la normalisation et le succès global de ce processus n'est pas garanti. Au total, on peut dire que la fin du cycle de vie du New Start a été prédéterminée. Cela aura lieu en février 2026, conformément pleinement au délai prévu dans l'accord. Cette initiative a un objectif purement positif. Il n'a pas d'agenda caché et vise pleinement à prévenir les scénarios négatifs qui pourraient se matérialiser dans un monde dans le nouveau départ. Différentes versions de ce plan font partie du processus de négociation. Il ne doit pas y avoir de discussion sur des concessions ou l'abandon de nos approches des objectifs clés auxquels nous faisons face, y compris ceux concernant l'opération militaire spéciale. Je souligne que divers éléments d'Anchorage lui-même représentent des solutions de compromis, comme l'a également dit le président de la Fédération de Russie. C'est la base à laquelle nous allons nous référer. Dans l'actualité également en France, la Cour de cassation a rejeté ce mercredi le pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, rendant définitive la condamnation de l'ancien président français pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. En 2024, les enquêteurs avaient révélé l'existence d'un vaste système de double facturation destiné à masquer l'explosion des dépenses de campagne. Près de 43 millions d'euros engagés pour un plafond légal de 22,5 millions. Grève nationale en Belgique. Les syndicats opposés au budget 2026 sont bloqués, transport public et vols, réclamant des réformes des retraites et de l'aide sociale. Le pays a lancé des mesures pour 2026 qui auront des répercussions sur les retraites, l'âge de départ à la retraite et les aides sociales, incitant les syndicats à appeler à 3 journées d'action. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures qui auront un impact sévère sur tous les employés en Belgique. Ces mesures ont un impact sur la retraite de tous les employés. Ces mesures ont également un impact sur le mécanisme d'indexation que nous avons en Belgique, qui influence les salaires que les personnes perçoivent. Il change certains aspects concernant les primes de service, donc toutes les mesures qui ont un impact négatif sur les travailleurs en Belgique. Les inondations provoquées par des pluies torrentielles dans le sud de la Thaïlande ont fait au moins 33 morts selon un nouveau bilan du gouvernement dans cette province. Les causes étant notamment des inondations soudaines, des électrocutions et des noyades. Des pluies diluviennes s'abattent sur le sud du pays depuis la fin de la semaine dernière, inondant la grande ville de Hatay.
Au moins 8 personnes sont mortes et plus d'une cinquantaine ont été blessées à la suite d'inondations et de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies et qui ont frappé cette fois l'île indonésienne de Sumatra. Selon un responsable de la gestion des catastrophes, des pluies torrentielles se sont abattues depuis plusieurs jours sur la province de Sumatra du Nord, à l'ouest du pays, notamment sur le district de Tapunuli au sud, en proie à des inondations depuis lundi. Commémoration à Alger du 9e anniversaire de la disparition du président cubain, le commandant Fidel Castro Ruz. L'engagement de cette figure historique au service de la libération des peuples et de la défense de leurs droits légitimes à l'autodétermination ont été rappelés lors d'une rencontre organisée par le Forum de la mémoire des Moudjahed en présence notamment de l'ambassadeur de Cuba en Algérie. En cette commémoration du 9e anniversaire de la disparition du commandant Fidel Castro Ruz, nous rendons hommage à une figure qui a transcendé son époque, le leader historique de la révolution cubaine. Il est un homme d'État exceptionnel et un symbole de résistance pour le peuple du Sud. Sa pensée, son éthique et sa vision internationaliste ont profondément marqué la politique extérieure cubaine et laissé une empreinte indélébile sur des régions comme l'Afrique et notamment en Algérie, pays avec lequel Cuba entretient depuis 1962 des relations exemplaires, fondées sur la solidarité, la fidélité et le respect mutuel. Fidel il a toujours considéré la révolution algérienne comme l'un des actes les plus héroïques du XXe siècle. Avant même l'indépendance de l'Algérie, Cuba avait publiquement exprimé son soutien au Front de libération nationale, convaincu que cette lutte pour la liberté s'inscrivait dans le mouvement mondial de décolonisation. Après la victoire de 1962, Cuba fut le premier pays à reconnaître officiellement le nouvel État algérien, ce que Fidel considérait comme une obligation morale découlant de la propre histoire de résistance cubaine à l'oppression. Et je vous en parlais en titre, la scène artistique algérienne a rendu ce mercredi un dernier hommage à la défunte comédienne Baya Bouzar, décédée hier à l'âge de 73 ans. Cet hommage à Beyouna a eu lieu au Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi à Alger, et ce avant son inhumation au cimetière d'Al Alia. Comédien, artiste, réalisateur et personnalité nationale et figure aussi du monde culturel ont salué le parcours de l'icône qui a marqué des générations, aussi bien sur scène qu'à l'écran. Je présente toutes mes condoléances à sa famille, à la famille du 7e art et à la famille de la culture en général. C'est une très grosse perte pour le pays parce qu'on vient de perdre une icône qui a un riche parcours, un long parcours dans le domaine du cinéma et du 7e art. Depuis ses premières années dans la troupe d'une autre diva, une autre icône, Fadela Djeria, elle a tourné dans la grande maison. Et après, c'est toute une grande série de grands films, de grands feuilletons et de sitcoms. Je pense depuis 1973 et jusqu'à la dernière apparition, je crois qu'elle a avec Darl Fchouch avec Jafar Gasson. Donc elle est inoubliable, elle est exceptionnelle, elle est juste exceptionnelle. Et encore une fois, toutes nos condoléances à sa famille. Sincères condoléances à sa petite famille, sa grande famille et à nous-mêmes, sa grande famille artistique et tous ceux et celles qui ont aimé l'artiste, qui ont aimé l'humain, qui ont aimé ce qu'elle a fait à travers ses œuvres, que ce soit au niveau théâtral, au niveau des séries télévisées, au cinéma. Elle a fait vraiment des œuvres exceptionnelles avec une touche particulière qui est propre à Beyouna. Déjà, quand on dit Beyouna, on a tout de suite le sourire. Beyouna, pour moi, c'est une légende. Beyouna, elle représente beaucoup de choses. J'ai eu la chance et le privilège de travailler avec elle pendant les années 90, le fils de famille.
J'ai travaillé avec elle les années 2000, les vacances de la Plantée, avec Allah yarhamou Bakhti. Donc Biouna, quand on dit Biouna, c'est une icône, bien sûr. J'ai l'honneur d'avoir travaillé avec Biouna à nos débuts avec notre série El Fahama. Elle avait ce sens artistique, cette intelligence, elle était toujours présente avec nous. Biouna nous a donné une âme et une énergie unique, l'énergie qu'elle apportait à cette époque. Aujourd'hui, son départ laisse vraiment un grand vide sur la scène artistique algérienne. C'était une femme incomparable. C'est une femme très simple, elle est très modeste, elle a donné beaucoup à l'Algérie. Donc là, c'est travailler de l'Aïrhamha. C'est une très grande perte pour l'Algérie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.